Dernier chapitre avant une grande pause de 3 semaines. En effet, et si vous n'êtes pas trop sur les réseaux, Oda prend une pause de 3 semaines pour prendre soin de lui et prendre du recul sur l'état actuel de One Piece. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun drame et au contraire c'est une très bonne chose qu'il se repose. Je vais pouvoir me reposer moi aussi et surtout terminer l'iceberg, c'est le bonheur absolu. Tenez, dites-moi en commentaire dans combien d'années One Piece se finira d'après vous, parce qu'à ce rythme-là, en 2050, on y est encore. Alors très sérieusement, faites vos estimations, je suis curieux de connaître votre avis et de combien de temps nous resterons encore ensemble. Pour vous faire passer le temps de la meilleure manière avec Nakama TCG, on vous fait gagner une display du TCG One Piece 06 en version anglaise sur Instagram. Profitez du bonheur d'ouvrir des cartes les gars, vous ne le regretterez pas. En tout cas, le petit Oda ne nous laisse pas sans rien, ce chapitre 1111 est à la hauteur des attentes. Alors, pas du côté de Zoro vu qu'il n'a rien eu. On range les théories de ce côté-là, mais le Gorosei dévoile de plus en plus leur pouvoir et le robot géant antique s'éveille enfin totalement en fin de chapitre. Mais faisons les choses dans l'ordre et commençons par le début avec Saint Marcus Mars qui parvient déjà à pénétrer le bouclier du Labo Phase. Il ne lui aura même pas résisté la moitié d'un chapitre, c'est assez fou. Il n'y a pas à dire pour l'instant. Le Gorosei est franchement efficace, en tout cas les 4 autres que Saturne, parce que lui, bon, pas ouf. Et vous verrez que ce n'est que le début. Toujours du point de vue de Mars, nous pouvons découvrir un Lucci en forme humaine après avoir été éjecté par Jinbei. Ce dernier qui est venu chercher Zoro a fait face à un Lucci qui n'était pas finalement totalement KO, comme le dernier chapitre le laissait suggérer. Il n'est désormais plus une menace et se retrouve même assez minable face à Mars en lui demandant d'épargner la vie de Kaku, se reposant encore dans le laboratoire. Le mec, ça fait 1000 chapitres. Il dort. Il a le Zoan de Blanche-Neige ou quoi? C'est abusé là. Quand je dis que Lucci est minable, ce n'est finalement pas tant le cas puisque lui qui est connu pour son sang-froid et son dédain envers la vie humaine se soucie finalement beaucoup de son ami, ce qui est je trouve une belle forme de rédemption dans One Piece. Quoi qu'il en soit, Mars lui ne lui promet rien. Après tout ce n'est qu'un insecte et lui ne prête pas attention aux insectes qui l'écrasent. Vous avez remarqué vous aussi toujours une bonne ambiance avec le Gorosei, c'est des crèmes Du coup son objectif est désormais de se rendre dans le laboratoire et retrouve York toujours capturé lui demandant l'emplacement précis de la salle de diffusion de Vegapunk pour stopper ce maudit message affichant un timer de 6 minutes désormais. N'oublions pas que York constitue un des 3 objectifs du Gorosei dans cette guerre d'Egghead, aux côtés de la préservation du Punk Record et la récupération du réacteur à fusion pour créer Mother Flame. Donc s'ils n'ont toujours pas changé d'avis, York devrait être récupéré par Mars et peut-être même téléporté avec le reste du Gorosei à travers les cercles d'invocation une fois l'incident d'Egghead terminé. En tout cas, et au moins pour récupérer Mother Flame qui sera sûrement l'arme principale du gouvernement par la suite, York est beaucoup trop importante pour être abandonnée. Rien de plus concernant Mars, il faut toutefois imaginer qu'il puisse contrôler et donner un ordre aux Séraphins qui sont, je vous rappelle, détenus dans le sous-sol du laboratoire avec d'autres membres. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien du côté du dieu de la guerre. Va-t-il parvenir à trouver l'origine du message de Vegapunk? Ça, rien n'est encore joué. Aujourd'hui, on vit un anniversaire. Ce n'est pas le mien, ni celui de Big Mom ou Robin, mais d'un jeu incroyable qui a accompagné la chaîne depuis 5 années. Ce jeu est l'un des plus connus sur smartphone et PC, au bestiaire et graphisme phénoménaux tout en bénéficiant d'un contenu riche et infini. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Raid Shadow Legends qui fête ses 5 ans. Il n'y a aucun meilleur moment pour commencer ce pilier, faites comme ses 5 millions d'utilisateurs mensuels et participer aux festivités pour obtenir les récompenses d'une valeur de 100 $ comme la championne épique Lady Etessa, 500 000 pièces d'argent et encore beaucoup plus de bonus gratuitement au fil de votre progression. Vous pouvez obtenir tous ces bonus en téléchargeant le jeu uniquement via mon QR code ou mon lien en description et plus encore en utilisant le code promo Festival5. Obtenez un autre champion épique, Tyrell, et à nouveau 500 000 pièces d'argent. C'est leur anniversaire mais c'est eux qui vous rincent, moi j'adore le concept. 5 années de nouveaux contenus. Détrompez-vous si vous pensez que Raid n'a pas changé au fil du temps. Les dernières fonctionnalités en date sont le Live Arena où vous combattez d'autres joueurs en temps réel, l'apparition des champions mythiques qui est une nouvelle rareté d'héros pouvant se transformer 2 fois, ou bien la ville maudite que vous devez accomplir tous les mois pour gagner des récompenses incroyables comme l'un de ces fameux champions mythiques. Si vous êtes prêt à vivre ou à revivre cette aventure, je vous invite à rejoindre mon clan répondant au doux nom Rayoneru Oyakata, qui est en réalité le japonais de Boss Lionel. La suggestion de nom de Zoro pour le Sunny. Oui, c'est moins épique, je le conçois. Merci à vous, bon jeu et continuons cette vidéo. Passons désormais du côté de Dory et Brogy, irradiant de joie après avoir retrouvé Luffy. Un plaisir partagé, bien que les géants demandent à Luffy pourquoi il s'est mis à ressembler au dieu connu par le peuple.
des géants. Évidemment, Luffy ne comprend pas car il n'a toujours aucune conscience de ce qui lui arrive depuis ce chapitre 1044. Pour lui, il a toujours le Gomu no Mi, et cette forme n'est que celle qui lui octroie le plus de liberté. C'est grave quand même que tout le monde capte qu'un truc a changé, et même qu'il incarne en fait le dieu, puisque c'est Vegapunk qui l'a dit au reste des Mugi, mais pour lui, tout est normal, c'est... Enfin, après, pourquoi s'étonner, c'est Luffy après tout. Pour parler plus sérieusement du premier vrai sujet important de cette review, Dory et Brookie révèlent donc bien que Nika était très connu parmi les géants. Et si on ne sait strictement rien de plus, à mon sens, cela signifie que les géants n'ont pas toujours été le peuple fort que l'on connaît aujourd'hui. En prenant du recul, Nika n'est populaire qu'à travers les peuples et tribus qui ont subi une oppression, limite qui ont été réduits en esclavage. Ce fut le cas pour les boucaniers, connaissant très bien Nika et considérés comme un peuple d'esclaves, ou même les hommes poissons, qui ne mentionnaient pas directement le dieu soleil, mais dont les prophéties parlaient d'un élu pouvant guider les pouvoirs de Poséidon. Et même chez les Lunarians, Nika semblait être connu puisque King disait attendre Joy Boy. Or, le Joy Boy d'autrefois était Nika. Le dieu soleil était alors populaire même chez la tribu des dieux ayant vécu là où se trouve aujourd'hui Marie-Joise. Ce que j'entends par là, c'est que pour connaître Nika, qui est le dieu libérateur des esclaves, il faudrait normalement avoir subi une oppression, et donc avoir été libéré ou aidé par lui, vous voyez? Justement, les boucaniers, les hommes poissons et les Lunarians ont subi un véritable tournant dans leur histoire et se sont fait soit exterminés, soit réduits en esclavage par les humains, enfin, les humains dragons célestes quoi. Pourtant, ils sont puissants, terriblement puissants même. Les boucaniers ont un sang de géant et sont littéralement increvables, les hommes poissons 10 fois plus forts qu'un humain lambda, les Lunarians, j'en parle même pas, ils combinent quasiment tous les avantages de toutes les races, c'est un truc de fou. Alors maintenant, la question est celle-ci, qu'en est-il des géants? Et si eux aussi avaient vécu une oppression pendant le siècle oublié comme ces autres tribus surpuissantes? Et celui qui s'est battu pour les aider ou les libérer était le Joy Boy d'autrefois, le Nika du siècle oublié. Dans les légendes d'Elbaf se trouverait alors Nika, sauveur et libérateur des géants. Vraiment, je persiste, ne pensez pas que c'est impossible sous prétexte que les géants sont considérés comme une nation de guerriers. Même les Lunarians invincibles ont été défaits par, semble-t-il, le gouvernement mondial. Plus encore, l'ancien royaume qui avait un pouvoir exceptionnel a quand même été éradiqué par ce même gouvernement, donc oui, il ne faut pas les sous-estimer, encore moins aujourd'hui quand on voit ce dont est vraiment capable les démons du Gorosei. Parfaite transition pour parler de Warcuri et Saturne qui ont dévoilé de nouvelles techniques, en particulier Warcuri qui, à la surprise générale, nous sort l'une des plus grandes démonstrations de Haki des rois ever après celle de Shanks face à Ryokugyu. Alors Warcuri a effectivement poussé un rugissement exceptionnel qui a dégagé son Haki des rois allant même jusqu'à toucher les marines stationnées hors de l'île. En plus de confirmer que les doyens ont le Haki des rois, ce qui là on va pas se le cacher, aucunement une surprise, bien au contraire, heureusement qu'ils ont un tel pouvoir alors qu'ils dominent le monde, Warcuri prend un peu tout le monde à revers en montrant un pouvoir d'une telle envergure. Car ouais, du coup à part Shanks face à Ryokugyu qui nous a fait une démonstration exceptionnelle du Haki des rois à distance, capable de paralyser l'amiral se trouvant à plusieurs kilomètres, personne n'avait vraiment utilisé le Haki de cette manière. Même Big Mom, réputé pour son Haki des rois de fou, ne touchait finalement qu'une petite zone autour d'elle quand Warcuri va carrément jusqu'à souffler une partie de l'île, faire grimacer les géants et dépouiller Luffy. Ouais, vraiment Nika, il est toujours dans la buée, il vit trop pour les caméras. Même ses cicatrices se sont barrées, c'est n'importe quoi cette forme. Bref, là où je veux en venir, c'est que le Haki des rois se développe de plus en plus et cette utilisation à distance m'a beaucoup fait penser à ce que Nina imaginait pour Imu qu'en tant que roi ou reine du monde, son Haki soit suffisant pour se répandre à travers tout le globe depuis les hauteurs de Marie-Joise. C'est un peu de la fabulation pour l'instant, mais imaginez qu'Imu se mette au bord de son château ou carrément au bord de Redline, expulser tout son Haki dans tout le nouveau monde, la faisant tomber dans les pommes certains civils, mais surtout en attirant l'attention de tous les pirates qui ressentiront à la fois sa puissance et donc sa présence. Une scène pour dire, les gars, je suis la puissance ultime, ok? Non, franchement, avec toutes les dingueries qu'on voit depuis un an, les téléportations de Gorosei, les armes qui détruisent des îles, Shanks qui one-shot kill les killers, franchement, on n'est pas à ça près. De l'autre côté, à ma grande surprise, Warcuri combat d'une façon surprenante en transformant ses défenses en lames acérées qui seront toutefois inefficaces face à la défense des géants. Géants qui utilisent à nouveau une technique sur le thème solaire, Svalin, qui est le bouclier permettant de protéger la Terre des rayons du soleil. Là, ils ont pas trop compris parce qu'ils protègent justement le soleil contre un adversaire, c'est l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Si Warcuri nous a à peu près tout montré, c'est au tour de Saturne de nous dévoiler une nouvelle technique en tirant 6 bouts de poison qui se révéleront être de véritables bombes nucléaires miniatures causant des explosions. Vraiment incroyable quoi du coup. Attaque qui a d'ailleurs été renvoyée par Luffy en utilisant à nouveau les capacités infinies et loufoques du Gear 5. Alors trop de choses à dire, mais déjà les attaques du Gorosei eux-mêmes ne les affectent pas et pour le coup Luffy en est venu à la même conclusion que nous, ils sont immortels, c'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, actuellement il n'y a rien à faire. Haki, fruit du démon, peu importe, rien ne peut les vaincre. Sur ce sujet-là, en vrai j'ai rien de plus à dire que sur les 60 autres reviews sur le Gorosei ces derniers mois, ce serait dommage de se rabâcher. Alors venons-en au pouvoir de Luffy. Bien qu'on le voit parfaitement créer une batte de baseball taillée dans un arbre en
temps chrono de 0,2 secondes, d'où sort-il son chapeau et son saut de peinture? Il n'est pas impossible que ces objets-là, il les ait créés de son imagination, tout comme il a fait pour les lunettes face à Rob Lucci. Mais le problème que je déplore chez Oda là, c'est que plus on avance et plus le découpage de ces chapitres sont désagréables. Warcuri transforme ses défenses en épée, mais on ne sait pas trop comment, on voit pas la transformation elle-même, genre ça switch d'une case à l'autre sans explication. Pareil pour Luffy, autant il nous montre d'où il récupère sa batte de baseball, ok, autant le reste on ne sait pas s'il l'a créé ou s'il l'a récupéré de quelque part. Ce sont des questions qu'on ne devrait pas se poser aussi souvent en tant que lecteur, et c'est vraiment le giga récurrent en ce moment. En vrai c'est mon rare petit coup de gueule, mais c'est important, en particulier chez Luffy, déjà que son pouvoir peut sembler incompréhensible pour beaucoup, si en plus on ne nous explique pas vraiment ce qu'il sait faire ou ce qu'il peut faire, c'est pas notre rôle de le deviner. Quoi qu'il en soit, s'il a vraiment créé à nouveau des objets tels que la peinture ou le casque, on notera d'ailleurs le 56 qui peut littéralement se lire Gomu en japonais, eh bien il pourrait aussi créer des symboles du Nika d'antan. Peut-être que comme une seconde nature, Luffy créera une épée et une lance, voire même des tambours, des éléments qui sont distinguables dans la silhouette du Nika original. Mais au final, et comme je viens de le dire, on ne sait plus vraiment de quoi est capable ou non Luffy à travers les pouvoirs de l'imagination, donc ce que je vous dis n'a peut-être aucun sens. Dans le doute, j'ai fait une grosse vidéo l'année dernière sur le sujet, je vous la conseille vivement. Mais j'espère vraiment qu'après cette pause, Oda parviendra à nous faire des découpages plus sensés, plus logiques et plus compréhensibles dans ces chapitres. Il nous reste globalement 2 sujets à traiter, Kizaru et surtout le robot géant antique qui au bout de quasiment 50 chapitres daigne enfin bouger, ça y est les gars, ça y est. Pour Kizaru en soi, pas grand chose à dire si ce n'est qu'il est vraiment out, pour des raisons qui diffèrent cependant des débats de puissance en tout genre. Il semble avoir totalement abandonné suite à la présumée mort de Vegapunk, qui le dit bien lui-même, ses blessures sont profondes, très profondes même, pas besoin de vous faire un dessin, ce sont des blessures émotionnelles qu'aucun médecin ne pourra penser. Ça ne fait que rendre sa situation plus hasardeuse et incertaine. Compte-t-il aider Bonnie à s'enfuir, vu qu'il ne reste plus qu'à elle à qui il tient réellement désormais, faisant ainsi un parallèle avec Aokiji et Robin sur Ohara? Finalement, on a toujours les mêmes questions concernant les mêmes personnages. Il va falloir attendre. Par contre, le robot géant, lui, il nous en dévoile un petit peu plus. Bon, alors je suis peut-être un petit peu trop enthousiaste, mais comme vous l'avez vu, ou pas d'ailleurs, toujours un gros big up aux bros qui regardent les reviews sans lire les chapitres. Allez les check quand même, parce qu'en ce moment c'est assez fou. Ce chapitre s'est conclu par l'apparition en plein centre d'Egghead du robot géant antique au milieu des flammes, murmurant « Je suis désolé, Joy Boy ». Ok alors. Je m'attendais à tout, sauf que ces premiers mots soient des excuses. Vous vous doutez bien qu'on n'a strictement aucun indice du lien entre ce robot et Joy Boy du passé, et donc encore moins de l'origine de ces excuses. Cependant, ce chapitre confirme une chose peut-être bête, mais tout de même, ce robot est particulier. Il est singulier, et doté d'une vraie conscience. S'il s'excuse, c'est qu'il a failli à une mission. Il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. D'une certaine manière, cette histoire rappelle celle de Zunesha, je pense que ça l'a fait pour tout le monde, qui était aussi un ancien camarade de Joy Boy, mais qui a également été puni à marcher pour l'éternité après avoir commis un certain crime. Alors quel est le lien entre ces deux monstres semblant si proches de Joy Boy et qu'a-t-il bien pu leur arriver? C'est la dernière théorie de cette review, alors allons-y. Les excuses du robot géant adressé à Joy Boy sont déterminantes dans notre compréhension de l'histoire du siècle oublié. Qu'a-t-il bien pu se passer il y a 800 ans pour que toutes les créatures ou créations encore vivantes de cette époque aient échoué dans leur objectif? Et même plus simplement, quel était l'objectif du robot géant? Quel était son but, sa raison d'être? Il y a un domaine sur lequel je ne me suis jamais orienté en parlant du robot géant, c'est celui de la mythologie. Au-delà du fait de ne pas y avoir pensé, rien ne m'avait poussé personnellement à y jeter un œil. Sauf qu'aujourd'hui, tout est différent et le robot attire mon attention d'une manière totalement nouvelle. C'est pourquoi en recherchant l'histoire d'un robot antique, je suis tombé sur le mythe de Talos, le géant de bronze des mythes grecs. Talos est introduit comme étant le gardien de la Crète, forgé par Héphaïstos, la divinité du feu. Ce dieu a offert sa création robotique au roi légendaire Minos pour protéger l'île des envahisseurs, ce qui fonctionna plutôt bien pendant des années jusqu'à l'arrivée des Argonautes qui manipulent Talos pour le mettre hors d'état de nuire en le vidant de son ichor, le sang des dieux. Ok, alors déjà à ce stade vous devez comprendre où je veux en venir. Le robot géant antique serait en réalité Talos de l'ancien royaume ayant protégé cette civilisation il y a 800 ans, des envahisseurs. C'est effectivement ce que je pense. Mais pour encore plus vous faire réaliser l'ampleur de cette découverte, revenons sur quelques points que je viens de vous citer. Il est dit que Talos fut créé par Héphaïstos, dieu du feu et de la forge. De mon point de vue, j'ai très rapidement fait le rapprochement avec Luffy, dieu du soleil, et donc par extension du feu ardent de cet astre. Si vous n'êtes pas très convaincu, ce que je comprends, alors sachez que dans le dialecte crète, Talos est l'équivalent du grec Hélios, le soleil. Ézéchios d'Alexandrie, un lexicographe du 6e siècle, avait dans ses écrits noté que Talos était le soleil. Chose qui, je pense, est beaucoup plus facilement assimilable à la situation actuelle de One Piece, puisque le robot géant antique est lié à Nika en réagissant au battement
de cœur du dieu soleil. Pour revenir à Talos, le robot géant protégeant la crête, il est connu pour son insensibilité au feu. Il utilisait carrément la chaleur du feu pour faire rougir son corps de métal et attaquer ses adversaires. Le robot géant antique de One Piece nous montre aujourd'hui une insensibilité absolue aux flammes qui est même notée par les marines. D'ailleurs, en parlant de la crête, c'était une île considérée comme très avancée technologiquement, notamment dans la mythologie. Élément qui marque inévitablement l'ancien royaume dont le niveau de technologie serait semblable à celui d'Egghead. Revenons à nouveau à Talos. Dans d'autres versions de son mythe, il possédait une forme de taureau et avait des ailes. Si pour le moment le robot géant d'Egghead ne semble pas posséder d'ailes, ce qui pourrait changer dans les prochains chapitres, son casque est bien marqué par des cornes de taureau, faisant un nouveau lien avec Talos. Ok, alors c'est très bien, c'est même giga convaincant. Moi perso, je suis tombé totalement dedans et je me suis happé une deuxième fois en faisant cette comparaison vidéo. Mais au final, en quoi Talos peut nous divulguer l'histoire du robot géant antique de One Piece? Eh bien, c'est là que ça devient encore plus intéressant, alors écoutez-moi bien. Talos a échoué. Il a échoué à protéger la crête face aux Argonautes. Il fut trompé et manipulé par ces derniers qui le tueront en retirant le clou qui contenait l'Icor, son sang divin. Faillir à cette mission, c'est faillir à protéger la crête, une île spéciale qui aurait abrité Zeus enfant, le dieu des dieux, mais aussi à protéger Europe, princesse et mère du roi Minos. Le fardeau de Talos était très lourd. Malheureusement, la ruse, la trahison et la manipulation d'une sorcière a eu raison de lui. Et si nous imaginions un scénario pareil pour One Piece? Le robot géant antique servait il y a 900 ans de protecteur du royaume, ce qui n'est pas improbable puisque Vegapunk nous confirme que cette machine a été construite pendant le siècle oublié. La présence d'une arme, une lance de sa taille, lorsqu'il attaque Marie-Joise il y a 200 ans, est la preuve qu'il était fait pour le combat, pour la protection. Pendant la guerre opposant ce qu'allait devenir le gouvernement mondial à l'ancien royaume, le géant de fer qui devait protéger le pays de Joy Boy n'a pas mené à bien sa mission, après avoir été manipulé, contrôlé par ses ennemis. N'oubliez pas qu'il s'agit là d'un scénario déjà très récurrent dans One Piece. Les trahisons sont visibles dans absolument tous les arcs et pour n'en citer que quelques-uns, Squardo avec Barbe Blanche, Odie Jones avec les Hommes Poissons, Law avec César Clown et Doflamingo, Kanjuro avec les Fourreaux Rouges ou même Drake avec l'équipage de Kaido. Sans parler de York avec les Vegapunk. Ce scénario, Oda le réutiliserait dans l'histoire de l'ancien royaume et le géant de fer aurait lui aussi été manipulé pour se retourner contre son créateur, contre Joy Boy. D'où ses excuses aujourd'hui. Désolé Joy Boy, désolé de t'avoir trahi, désolé d'avoir échoué. Lorsqu'il s'est réveillé, il y a 200 ans, grimpant Redline pour attaquer Marie-Joise, c'est peut-être pour assouvir sa vengeance ultime et antique en détruisant ceux qui l'ont manipulé 600 années plus tôt. Et cette confirmation, on pourrait la voir prochainement avec le face-à-face du géant de fer et du Gorosei. Il attaquerait en priorité les dragons célestes après les avoir reconnus, eux, qui seraient à l'origine de sa trahison. Voilà l'histoire du robot de fer, ou du moins une partie de son histoire. Son passé serait alors absolument tragique, et il pourrait l'être encore plus en imaginant que Nika soit celui lui ayant donné conscience ou même donner la vie. Ce robot est autonome et limite humain finalement, chose que nous n'avons jamais vue dans One Piece. D'un autre côté, son lien avec Nika, le dieu du soleil, me semble bien trop important quand on sait que le soleil est le donneur de vie. Le Nika du passé, grâce à son pouvoir dépassant l'imagination elle-même, lui aurait conféré la vie, lui aurait donné une conscience, expliquant pourquoi le robot ne s'agite qu'en présence du dieu soleil. Et bien vous savez quoi, je suis très content d'avoir enfin un scénario cohérent autour de ce colosse de fer. Maintenant qu'il arrive au centre de l'histoire, le siècle oublié a encore plus de chances de devenir un sujet à part entière. J'espère que vous avez aimé cette théorie et que ma hype s'est ressentie à travers cette partie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre petit like, ça fait toujours plaisir. Et on en parlera ce soir ou demain dans un live sur Twitch. Ok, maintenant il est temps de passer aux réponses à vos questions. Comme d'hab, vous connaissez le discours, le courrier de Goji vous permet de me poser des questions sur les prochains chapitres de One Piece pour que j'y réponde dans les reviews. À nouveau, vous avez été extrêmement nombreux à commenter sur Twitter et YouTube, alors continuez, ça rend la rubrique que plus intéressante. D'ailleurs, pour les commentateurs YouTube, posez directement votre question sous le commentaire épinglé, comme ça je pourrai facilement vous lire tous en un seul coup et encore mieux sélectionner vos questions. Maintenant, commençons sans plus attendre. Goji, penses-tu qu'avec tout le savoir accumulé par Vegapunk, il peut lire les poneglyphes? Alors avec un monde où Robin a appris à lire les poneglyphes à l'âge de 8 ans, voire même un petit peu plus jeune, j'avoue que je serais surpris si Vegapunk, qui a stocké et analysé les informations des mystères du monde découverts par les scientifiques d'Ohara, n'avait pas à son tour décrypté le langage des poneglyphes. C'est une obligation je pense, et je ne serais même pas surpris que Zoro lui-même ait appris à les déchiffrer pendant ses 20 longues années de protection de ses écrits.
Tu penses qu'il serait envisageable que les doyens soient des démons ayant mangé le fruit de l'humain modèle ça ferait une sacrée opposition avec Nika. En vrai, j'ai vu beaucoup de questions dans le style passé, et même si c'est possible, je trouverais ça bizarre que le Gorosei ait trouvé 5 fruits de l'humain. Et puis la forme éveillée d'un fruit est bien représentée par le ruban de fumée autour de l'utilisateur. Or, ce n'est qu'en forme démoniaque que le Gorosei présente ces signes. Donc même si c'est effectivement envisageable, j'ai pas l'impression que ce soit des démons ayant mangé un fruit de l'humain. Quel en serait vraiment l'intérêt? C'est une question d'apparence. Le Gorosei ne se montre quasiment jamais de toute façon. Donc ouais, vu comme ça, pas trop emballé par l'idée, mais il se peut que j'oublie des éléments qui me feraient changer d'avis. Goji, j'ai une question pour le courrier. Est-ce que les chevaliers divins sont plus forts que les 5 Gorosei? Alors, j'en ai aucune idée, mais je ne pense vraiment pas du tout perso. Déjà parce qu'ils vieillissent, donc ces derniers ne sont pas immortels, donc ça réduit leur intérêt au combat. Et ensuite, il faut quand même réaliser que dans ce chapitre, un peut cracher des boules de poison nucléaire, l'autre peut percer un bouclier ultra sophistiqué, et encore un autre peut incanter un rugissement de Haki des rois touchant plusieurs personnes à des kilomètres aux alentours. Alors désolé, un Garling a l'air vraiment très fort, j'en doute pas, mais à mon avis, le Gorosei domine largement. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une grosse révolution au niveau de la marine et du gouvernement mondial, commençant par Rob Lucci qui veut sauver Kaku? Un peu comme chez les marines, il va y avoir des groupes plus dissidents, se détachant de l'idéal qu'ils imaginaient, et des groupes très ancrés qui ne bougeront pas. Pour Rob Lucci, j'avoue que je pensais vraiment qu'il changerait de camp plus tôt dans l'arc d'Egghead, ce qui n'a pas été le cas, mais sa prise de parole sur Kaku aujourd'hui pourrait changer les choses. Ils sont pas nécessairement méchants, c'est bizarre à dire comme ça, mais ils sont juste conditionnés à être des toutous du gouvernement depuis leur plus tendre enfance. La vérité, c'est que le risque que Kaku se fasse tuer est élevé, et donc que Lucci s'interpose l'est également. Ça pourrait représenter la première véritable brisure du Cypherpol et du gouvernement, ou en tout cas de Lucci et de Kaku. Yo Goji, tu aurais une idée de où se trouve Robin? On la voit plus depuis un moment et aucun personne la mentionne. Alors je crois que Chopper lui a donné une petite demi-douzaine de Xanax au chapitre 1105 puisqu'il l'invite à dormir et depuis on l'a plus revu. C'est comme Kaku, il doit y avoir un truc dans l'air qui les font pioncer. Mais du coup on la voit pas, mais elle est bel et bien là avec Chopper, Nami et Usopp qui la protègent. Dans le chapitre 1110, donc dans le dernier, on pouvait voir le chariot dans lequel elle se reposait. C'est juste que Oda ne daigne pas la dessiner, mais normalement elle est juste là, pas de panique, elle dort, vous inquiétez pas. Luffy semble avoir un Gear 5 presque infini, alors que dans le premier combat contre Kizaru, il s'est vite épuisé. Simple facilité scénaristique, selon toi? Alors je t'avoue que d'emblée j'allais dire oui, mais en fait quand on prend du recul, il s'est régène entièrement en mangeant sur Egghead. On sait comment ça marche avec Luffy, ça lui permet de remettre sa stamina en haut. Ensuite, il a utilisé son Gear 5 au chapitre 1106, ce qui fait donc 5 chapitres dans cette forme, ce qui fait quand même moins de chapitres que face à Kaido. Et là en plus, il a pris 0 dégâts depuis le chapitre 1106, donc ça me paraît pas vraiment aberrant. Faut voir combien de temps il le tient encore, mais gardez en tête que de toute façon plus ça ira, plus il tiendra le Gear 5 sur la longueur. C'est comme tous ses gears, Oda les limite pas qu'à 3 ou 4 chapitres. Face à Kizaru, il avait subi plus de dégâts, donc j'imagine que c'est la raison pour laquelle il a un petit peu moins tenu. Qui a réveillé le robot il y a 200 ans? Un autre Joy Boy qui a échoué? C'était ma théorie, ouais, au chapitre 1092 ou 1093, je sais plus. Un utilisateur du Ito Itonomi aurait éveillé la forme de Nika pour aider les hommes poissons, éveillant au passage le robot, mais ils auraient tous échoué. Comme d'hab, c'est une possibilité sans pour autant être une certitude. En tout cas, si beaucoup pensent que c'est impossible à cause des paroles du Gorosei, sachez qu'ils disent qu'ils n'ont jamais mis la main sur le Gomu Gomu no Mi depuis 800 ans et non pas que personne ne l'avait éveillé. Il existe alors un monde, une chance infime pour qu'un autre Joy Boy existait par le passé entre celui de 800 ans et Luffy. Le Titan qui demande pardon, Zunesha qui semble maudit. Est-ce que ça nous indique que Joy Boy a bien perdu? Si oui, quelles conclusions en tirer et surtout quels éléments feront que Luffy pourra gagner? À mon avis, si l'ancien royaume fut détruit, que Joy Boy a envoyé une lettre d'excuse à Poséidon de l'époque et que ça fait justement 800 piges que le gouvernement tente de récupérer le fruit du démon du Gomu Gomu no Mi, oui, je crois qu'il a bel et bien perdu, le garçon joyeux. Les conclusions à en tirer sont que, comme d'habitude, il y a une ère de guerre et une ère de paix. Luffy va devoir restaurer l'ère où le bien règne et où le mal est éradiqué. C'est très shonen, mais c'est aussi très dans la philosophie des mythes et religions qui inspirent Oda dans chacun de ses arcs et messages. Donc Luffy accomplira ce que l'ancien Joy Boy n'a pas réussi à faire, il rétablira l'équilibre avant que le chaos ne se répande sur Terre à nouveau dans plusieurs dizaines ou centaines d'années, formant un cycle perpétuel inébranlable.
Et nous arrivons à la fin de cette review. Merci à tous de l'avoir regardé, c'était un vrai plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez ni les likes, ni de vous abonner, ni même de commenter pour la prochaine review qui sera donc dans 3 semaines, oui. Dans ces 3 semaines, je vais bosser à fond pour vous proposer enfin cet iceberg. Alors suivez-moi sur Twitch pour de nouveaux lives et sur Twitter pour tout savoir. Je vous dis donc à très bientôt ici ou en live les bros, portez-vous bien et merci encore à Red Shadow Legends pour la sponsor. Peace les bros.